Heinz Hitler naquit avec un nom de famille qui scellait son destin. Tandis que d'autres membres de la famille du Führer tentaient de fuir l'histoire, il l'embrassa. Il se forma dans les écoles Napola, fut un exemple de l'idéal arien et se distingua comme élève modèle du régime. À 20 ans, il était déjà sous-officier de l'armée allemande lors de l'invasion de l'Union soviétique. Durant l'offensive sur Moscou, il fut capturé après une embuscade et envoyé directement à la prison de Butyrka, à Moscou. Là, son nom de famille le convertit en prisonnier de catégorie spéciale. Il fut isolé, interrogé et soumis à des conditions extrêmes. Sa mort ne fut jamais enregistrée officiellement. Il n'y eut pas de procès, il n'y eut pas de tombe, seulement la disparition. Pourquoi Staline le maintint-il secret? Que savaient les soviétiques sur sa valeur politique? Et qu'arriva-t-il réellement au neveu favori d'Adolf Hitler dans les sous-sols de la terreur soviétique? Le sang du Führer, qui fut Heinz Hitler? Le 14 mars 1920, dans la ville de Magdebourg, un centre industriel clé dans l'Allemagne d'entre-deux-guerres, naquit Heinrich Hitler, connu de tous comme Heinz. Cet enfant, à qui l'histoire donnerait à peine le temps de devenir adulte, portait depuis le premier souffle l'un des noms de famille les plus lourds et sinistres du XXe siècle. Sa naissance coïncidait avec une Allemagne désorientée après l'effondrement impérial de 1918, où les tensions sociales, politiques et économiques fermentaient avec intensité tandis que le pays traversait les premières années de la République de Weimar. Les registres civils de la ville confirment que Heinz était fils d'Alois Hitler Jr., demi-frère d'Adolf Hitler et d'Edwig Heidemann, sa seconde épouse. Alois Jr., figure insaisissable et ambiguë dans l'entourage familial, avait été précédemment marié avec une femme irlandaise, Bridget Dowling, avec qui il eut son premier fils, William Patrick Hitler, à Liverpool. Cependant, des années plus tard, il abandonna sa femme et son fils, retourna en Allemagne et refit sa vie avec Hedwig. Ce fut cette nouvelle union, officialisée à peine quelques mois avant la naissance de Heinz, qui le lia directement au nouveau noyau du pouvoir nazi, non seulement par parenté sanguine, mais par affinité idéologique. La structure familiale des Hitler avait été inhabituellement fragmentée. Alois Hitler Sr., le grand-père de Heinz, avait eu des enfants avec différentes femmes, laissant une descendance dispersée entre l'Autriche, l'Allemagne et même le Royaume-Uni. Cette généalogie partagée convertit Heinz en neveu charnel du futur Führer. Au-delà de la parenté biologique, l'histoire montrerait qu'il partagerait aussi une affinité idéologique qui influencerait profondément le destin du jeune homme. Pour comprendre Heinz, il est inévitable d'établir une comparaison avec son demi-frère aîné, William Patrick Hitler. Né en 1911 en Angleterre, William représentait le contrepoint parfait à la figure de Heinz. Tandis que le cadet des frères grandit au cœur même du Reich, éduqué sous les idéaux du national-socialisme, William vécut son enfance et son adolescence dans le monde libéral britannique, étranger initialement au radicalisme qui commençait à germer en Europe centrale. Durant la décennie de 1930, William tenta de capitaliser sa parenté avec Hitler, voyageant en Allemagne en quête d'une position favorable au sein du système nazi. Cependant, ses ambitions ne trouvèrent pas d'écho durable. Sa vision critique du régime, ainsi que la méfiance mutuelle qui surgit entre lui et son oncle, finirent par fracturer complètement toute possibilité de collaboration. En se sentant surveillé et frustré par les limitations imposées par l'entourage nazi, William abandonna l'Allemagne et, après plusieurs années d'incertitude, émigra définitivement aux États-Unis. Dans un retournement d'événements profondément symbolique, William s'engagea dans la marine américaine en 1944, combattant ainsi directement contre la nation gouvernée par son propre oncle. Cette rupture ne fut pas seulement politique, mais aussi identitaire. Après la guerre, William changerait son nom de famille en Stuart Houston, tentant d'effacer toute trace de son lien avec la lignée hitlérienne. Il se maria, eut 4 enfants et vécut à Long Island, New York, où il mourut en 1987. Son histoire resta ensevelie sous un nouveau nom, en contraste marqué avec celle de Heinz, dont la courte vie fut complètement entrelacée avec la machinerie idéologique du Troisième Reich. Heinz Hitler, au contraire, fut depuis son enfance un produit modelé par l'esprit de l'époque. Il grandit dans une Allemagne marquée par l'humiliation du traité de Versailles, l'inflation incontrôlée, le chômage massif et l'émergence de mouvements radicaux qui promettaient de restaurer l'orgueil national.
Dans ce contexte, les discours d'Adolf Hitler n'étaient pas de simples harangues politiques, mais des formules séductrices pour une jeunesse qui aspirait à l'appartenance et au destin. Et Heinz semblait les avoir absorbés avec conviction dès son plus jeune âge. Les dossiers scolaires de Magdebourg montrent un élève appliqué, respectueux, avec des notes supérieures à la moyenne, spécialement dans des matières comme l'histoire et la gymnastique, où il se distinguait parmi ses pairs. Quelques professeurs de l'époque, cités dans des rapports conservés dans les archives d'éducation du Reich, signalèrent que Heinz était un jeune homme de forte volonté et de leadership instinctif. Bien qu'il n'exhibât pas de génie académique, il démontrait un engagement absolu envers les valeurs du nationalisme émergent. Il ne fut pas nécessaire de l'obliger à rejoindre les jeunesses hitlériennes. Heinz s'incorpora de forme volontaire avant l'obligation imposée par la loi en 1936, ce qui le distinguait parmi ses camarades. Il participait activement aux marches, compétitions physiques, exercices paramilitaires et activités d'endoctrinement. Cet enthousiasme, authentique et non imposé, le convertit rapidement en une figure remarquée au sein de sa cohorte. Selon des documents internes du mouvement de jeunesse, Heinz fut cité en au moins 2 occasions comme exemple d'engagement racial et fidélité absolue au Führer. Les photographies familiales de l'époque renforcent cette image. On le voit droit, uniforme impeccable, flanqué de camarades de brigade ou posant aux côtés de ses parents. Dans au moins 3 images conservées dans les archives de la Bundesarchiv, Heinz apparaît avec son oncle Adolf lors de visites privées. Dans l'une d'elles, datée à Berghof vers 1938, on les voit converser dans un environnement détendu avec la main d'Adolf sur l'épaule du jeune homme, geste qui a été interprété par quelques historiens comme signe d'affection spéciale. Il ne s'agissait pas uniquement de courtoisie protocolaire. Heinz était une présence familiale acceptée dans les cercles les plus proches du dictateur. Au fil des années, plusieurs membres de la famille Hitler furent maintenus à distance par le Führer lui-même. Certains, comme son demi-frère Alois Jr., généraient de l'inconfort par leur vie passée et leurs échecs personnels. D'autres, comme sa demi-sœur Angela, furent relégués au domaine privé. Mais Heinz représentait quelque chose de différent. Il était jeune, éduqué dans le Reich, farouchement loyal et manquait de passé embarrassant. Pour Hitler, qui construisait une image paternelle de guide de la jeunesse allemande, Heinz était une incarnation parfaite de l'idéal arien du régime. Les archives internes du NSDAP contiennent des mentions élogieuses envers Heinz. Dans des rapports réservés du ministère de la Propagande, sa figure apparaît comme exemple vivant de l'avenir allemand. Bien qu'on ne l'exhibât pas publiquement comme figure propagandiste, peut-être pour le protéger, on avait constamment connaissance qu'il jouissait du respect d'importantes figures du régime. On dit que Martin Bormann, secrétaire personnel de Hitler, maintenait un suivi discret du développement académique et politique de Heinz, comme s'il s'agissait d'une pièce précieuse dans la narrative interne du mouvement. À la différence d'autres membres de sa famille, Heinz n'eut pas à gagner la confiance du régime, il la portait incorporée. Son nom de famille n'était pas un obstacle, mais une carte de présentation. Mais au-delà des liens sanguins, c'était son attitude, sa discipline, son dévouement, sa conviction, qui le convertit en neveu favori. Il n'était pas seulement un Hitler par le nom, mais par vocation. Dans une Allemagne où la jeunesse était soigneusement modelée pour servir l'État, Heinz Hitler semblait fait sur mesure du projet. Sa figure, bien qu'aujourd'hui reléguée à une note en bas de page dans l'histoire du nazisme, fut en son temps vue comme un symbole silencieux de la continuité idéologique du régime. Ce jeune homme au visage serein et au regard ferme ne représentait pas seulement le sang du Führer, mais aussi son héritage projeté vers l'avenir qui n'arriverait jamais. Éduqué pour commander, Napola est le modelage du parfait soldat du Reich. Au milieu de la décennie de 1930, le régime nazi comprit que sa permanence au pouvoir ne dépendait pas seulement du contrôle immédiat des institutions, mais de la production systématique d'une nouvelle génération de dirigeants endoctrinés depuis l'adolescence. Ainsi naquirent les Nationalpolitische Erziehungsanstalten, connus par leur sigle Napola. Ces écoles se conçurent comme centres de formation intégrale où se modelaient non seulement des connaissances académiques, mais aussi des corps, des mentalités et des loyautés. En 1941, plus de 40 sièges Napola étaient actifs dans tout le Reich, depuis la Prusse orientale jusqu'à la Bavière,
incluant d'anciens châteaux, monastères et complexes conçus spécialement pour remplir des critères idéologiques et fonctionnels. Chaque installation était une combinaison d'architecture monumentale, de paysages ruraux contrôlés et de distribution spatiale orientée vers la discipline collective. Les bâtiments suivaient habituellement des lignes néoclassiques austères, avec des couloirs longs, des salles hautes et des cours symétriques conçus pour des défilés et cérémonies quotidiennes. L'école Napola de Ballenstedt, en Saxe-Anhalt, où Heinz Hitler compléta sa formation secondaire, était installée dans un complexe ample entouré de forêts. Originellement conçue comme une école d'élite sous la République de Weimar, elle fut réformée et adaptée par le régime nazi pour incarner l'idéal éducatif du nouvel ordre allemand. La conception architecturale incluait des dortoirs communaux sans décoration, des douches froides partagées, des réfectoires collectifs et une place centrale avec mât de drapeau, où chaque matin se réalisait le hissage solennel au rythme de chants patriotiques. L'admission au Napola ne dépendait pas uniquement du rendement scolaire. Il était nécessaire de surmonter un processus de sélection structuré qui reflétait les principes doctrinaux du national-socialisme. Les candidats devaient être initialement recommandés par des officiers locaux des jeunesses hitlériennes ou des autorités scolaires. À partir de là, commençait une seconde phase d'évaluation physique, psychologique et raciale, menée par des commissions formées de médecins, pédagogues et fonctionnaires du parti. Un des prérequis fondamentaux était de démontrer l'appartenance à la race aryenne en termes stricts. Pour cela, on exigeait la présentation d'un arbre généalogique complet d'au moins 3 générations, appuyé par des certificats de naissance, mariage et décès. Les caractéristiques physiques étaient aussi évaluées avec des critères pseudo-scientifiques. La forme du crâne, la proportion faciale, la couleur des yeux et des cheveux étaient mesurées et classifiées selon des échelles eugéniques. Beaucoup d'aspirants, même les académiquement brillants, étaient rejetés pour présenter des déviations mineures dans ces mesures, comme une courbure nasale non désirée, une pigmentation sombre dans l'iris ou des antécédents familiaux douteux. En revanche, quelques-uns, avec une performance scolaire limitée, parvenaient à être admis si leurs conditions physiques et histoire familiale les convertissaient en matériel humain désirable pour les fins du Reich. Dans le cas de Heinz Hitler, son nom de famille influença clairement, mais ne fut pas le seul facteur déterminant. Les archives d'admission conservées dans la Bundesarchiv indiquent que Heinz surmonta sans difficulté toutes les épreuves médicales et d'antécédents. Sa complexion athlétique, son dossier scolaire solide et, spécialement, sa ferveur idéologique démontrable depuis un âge précoce le convertissaient en candidat idéal. Son acceptation fut rapide et son assignation à Ballenstedt, stratégique. Il s'agissait d'une des écoles Napola avec le plus grand prestige, située près du cœur administratif du Reich. La vie à l'intérieur d'une Napola était exigeante jusqu'à l'extrême. Depuis le moment où ils franchissaient les portes de l'enceinte, les élèves étaient symboliquement dépouillés de leur identité civile et transformés en membres d'une communauté au service du national-socialisme. La journée commençait à 5h30 du matin avec des exercices physiques intenses en plein air, même durant les mois les plus froids. Ces routines incluaient des courses avec charge, des circuits d'obstacles, des marches chronométrées et des entraînements de combat corps à corps. Après le petit déjeuner, les étudiants assistaient à des cours dispensés par des professeurs soigneusement sélectionnés pour leur affiliation au parti. Les matières traditionnelles étaient enseignées depuis une perspective idéologique. La littérature allemande se centrait sur des auteurs nationalistes, l'histoire glorifiait le passé germanique et méprisait les valeurs des Lumières, tandis que la biologie incorporait des concepts eugéniques comme base scientifique du racisme nazi. Même les mathématiques étaient présentées au moyen de problèmes contextualisés dans la logique du parti, comme des calculs sur la natalité désirable ou l'efficacité productive du travail forcé. Les après-midi étaient dédiés à l'entraînement paramilitaire, pratique de tir à la carabine, manœuvres de déploiement en terrain boisé, défense personnelle, usage de cartes et boussoles. Tous les élèves appartenaient de forme parallèle aux jeunesses hitlériennes, dont l'agenda incluait des simulacres de combat, des chants, des rituels nocturnes, une surveillance mutuelle et des sessions de dénonciation interne face aux supposés signes de faiblesse morale ou idéologique. Les fins de semaine n'offraient pas de repos. On organisait des excursions de survie dans les montagnes proches, des tâches de travail agricole dans des fermes étatiques et des cérémonies de loyauté au Führer.
Durant ces activités, les élèves étaient supervisés constamment par des instructeurs qui qualifiaient non seulement la performance physique, mais aussi l'esprit de camaraderie, l'obéissance et la disposition à faire passer le groupe avant l'individu. Les communications avec l'extérieur étaient limitées. On permettait 2 lettres par mois supervisées par des censeurs internes et une unique visite familiale chaque semestre, sujette à l'approbation du directeur. Tout cela avait un objectif clair, remplacer le lien émotionnel avec la famille traditionnelle par une loyauté exclusive au peuple, au Führer et au parti. En ce sens, le système Napola n'était pas seulement éducatif, mais profondément psychologique et symbolique. Dans cet environnement extrêmement discipliné, Heinz Hitler se distingua. Les rapports trimestriels de l'école de Ballenstedt, récupérés après la guerre, le décrivent avec des termes comme discipliné, efficace, intègre, fiable, signalant qu'il se distinguait dans tous les domaines que le système valorisait. Conditions physiques, formation politique, esprit de groupe et obéissance sans fissure. Dans le domaine sportif, Heinz participa à des compétitions interscolaires représentant son institution dans des disciplines comme l'athlétisme et la natation, accumulant des mentions honorifiques qui étaient publiées dans des bulletins internes de l'école. Sa performance ne renforçait pas seulement son prestige personnel, mais aussi celui de Ballenstedt, qui concourait avec d'autres Napola pour le statut de former la meilleure jeunesse du Reich. Les évaluations psychologiques internes, qui faisaient partie du système de suivi de talent, le classifiaient comme leadership naturel avec potentiel de commandement dans des unités d'élite. Cette catégorie était réservée à moins de 10% des élèves et signifiait que Heinz pouvait être recommandé directement pour entrer dans des écoles militaires supérieures ou être incorporé comme officier de réserve dans l'armée sans nécessité de passer par le service militaire régulier complet. Il n'existe pas de registre de sanctions disciplinaires, ce qui est particulièrement significatif dans un système où même des détails mineurs, comme un lit mal fait ou un retard dans la formation matinale, pouvaient impliquer des pénalisations sévères. Cette conduite irréprochable renforçait encore plus son profil comme jeune exemplaire au sein de l'idéal national-socialiste. En plus de ses succès formels, des témoins contemporains signalaient que Heinz se distinguait par son attitude réservée et sa capacité d'observation. Il n'était pas un agitateur, ni un fanatique exalté, mais un jeune homme méthodique, centré, qui remplissait chaque instruction sans questionnement. Cette combinaison de sobriété, d'efficacité et de ferveur était valorisée par ses supérieurs comme profil opératif idéal. Quand il termina sa formation en 1939, Heinz fut recommandé directement pour être transféré au corps des transmissions de l'armée, une unité qui requérait tant une précision technique qu'une fiabilité idéologique. Son passage par Napola n'avait pas seulement modelé son corps et son esprit, mais lui avait aussi fourni le réseau de contacts, les accréditations et la reconnaissance institutionnelle nécessaires pour avancer dans le système du Troisième Reich sans obstacle. En première ligne, l'opération Barbarossa et la bataille de Moscou. Après avoir complété sa formation à la Napola de Ballenstedt, Heinz Hitler fut assigné au 23e régiment d'artillerie de Potsdam, une unité vétérane intégrée dans la 23e division d'infanterie du groupe d'armée Centre, sous le commandement du maréchal de camp Fedor von Bock. Heinz ne faisait pas partie de la ligne de feu conventionnelle, mais servait comme unterofficier, sergent mineur, dans la section des communications, une fonction vitale dans le modèle de guerre éclair du Troisième Reich. L'armée allemande basait sa capacité offensive sur la coordination précise d'artillerie, infanterie et véhicules blindés, et pour cela nécessitait un réseau de signaux efficaces qui puissent transmettre avec exactitude les positions ennemies et les ordres de commandement en temps réel. Heinz fut entraîné pour opérer des équipements radio de campagne comme le Thorn.FUD-2 et FUG-5, destinés à garantir le flux de données entre les avant-postes de reconnaissance et les batteries d'artillerie situées plusieurs kilomètres plus en arrière. Sa tâche était techniquement complexe. Il devait installer des lignes de câbles sous le feu ennemi, opérer des stations radioportables, coder et décoder des messages en code, et maintenir l'opérabilité de l'équipement dans des conditions extrêmes. Selon les rapports militaires de la division, les opérateurs de signaux devaient travailler souvent en paire ou trio isolés, équipés d'outils basiques, boussoles, cartes tactiques et armements légers. Une déconnexion pouvait provoquer l'échec total d'une opération.
L'aube du 22 juin 1941, l'armée allemande lança la plus grande offensive terrestre de l'histoire. L'opération Barbarossa, une campagne planifiée avec méticulosité qui mobilisa plus de 3 millions de soldats vers la frontière soviétique. L'objectif initial était de détruire l'armée rouge en quelques mois, prendre Leningrad, Moscou et Kiev, et obliger Staline à se rendre avant l'hiver. Durant les premières semaines, l'avance fut dévastatrice. La Luftwaffe détruisit des milliers d'avions soviétiques au sol et les divisions Panzer encerclèrent des centaines de milliers de soldats à Białystok, Minsk et Smolensk. La 23e division, où opérait Heinz, participa activement à ces campagnes comme partie de la seconde ligne, se chargeant de renforcer les flancs, sécuriser les routes d'approvisionnement et appuyer avec le feu d'artillerie les pénétrations des blindés. Heinz, comme sous-officier de signaux, joua un rôle décisif dans des opérations comme la bataille de Smolensk, juillet-août 1941, où son unité se déploya rapidement pour soutenir la ligne d'avance après les ruptures initiales des Panzers. Les rapports du régiment mentionnent des communications fiables sous pression et des déploiements exécutés avec précision chronométrique, ce qui était fondamental pour que les batteries artillères puissent frapper avec efficacité les concentrations soviétiques en retraite. En septembre, le groupe d'armées centre avait pénétré profondément en territoire soviétique. La route Minsk-Moscou était ouverte, et des unités avancées commencèrent à entrevoir les premiers faubourgs industriels à moins de 150 km du Kremlin. Heinz fut déplacé avec son régiment vers le secteur occidental de Vyazma et Mojaisk, où commencèrent les préparatifs pour l'assaut final sur Moscou. En cette période, les sous-officiers de communication affrontaient un défi particulier. Les lignes étaient constamment coupées par des partisans soviétiques, les batteries des transmetteurs s'épuisaient avec le froid nocturne, et les équipements étaient difficiles à maintenir après des semaines d'usage continu. Malgré cela, Heinz continua à remplir ses fonctions, et les registres de son unité le citent comme un opérateur fiable en environnement hostile. Les rapports de renseignement allemands assuraient que le moral soviétique était brisé et la chute de Moscou semblait imminente. Cependant, l'offensive subit des retards dus au détournement de forces vers le sud pour prendre Kiev, une décision qui coûterait des semaines précieuses. Quand finalement se reprit la poussée vers la capitale russe, c'était novembre 1941 et les conditions climatiques commençaient à changer drastiquement. Les soldats allemands n'étaient pas préparés pour l'hiver du front oriental. Les températures chutèrent abruptement jusqu'à moins 30 degrés Celsius et puis à moins 40 degrés Celsius durant décembre. L'huile des moteurs gelait, les armes ne tiraient pas, les uniformes ne protégeaient pas du froid extrême et les approvisionnements commençaient à manquer. Pour les opérateurs de signaux comme Heinz, ces facteurs furent encore plus catastrophiques. Les câbles de communication éclataient comme du verre en étant manipulés dans des températures sous zéro, les transmetteurs subissaient des courts-circuits par condensation, et les batteries électriques simplement se rendaient. Heinz et ses compagnons commencèrent à transporter les batteries à l'intérieur de leurs manteaux, collés au corps, pour les maintenir chaudes. Ils couvraient les radios avec des couvertures, les protégeaient avec des bougies allumées et enterraient les câbles dans la neige pour les isoler de l'air glacial. La journée de travail s'étendait à 12 ou 14 heures sans interruption et se déroulait souvent dans des tranchées semi-gelées avec les gants trempés et les doigts au bord de la congélation. L'artillerie allemande, dépendante de l'information que ses opérateurs fournissaient, ne pouvait tirer que si quelqu'un comme Heinz était à son poste, communiquant des coordonnées précises sous le feu ennemi. Le 6 décembre 1941, l'armée rouge lança une contre-offensive massive sur tout le front de Moscou. Staline avait amené des divisions sibériennes entraînées pour le combat hivernal, équipées de manteaux, skis et armes adaptées au froid. Les lignes allemandes, épuisées et gelées, commencèrent à s'effondrer. Heinz et les autres opérateurs de signaux durent changer leurs tâches. Il ne s'agissait plus d'avancer, mais de coordonner des retraites organisées, maintenir les unités en contact pendant qu'elles reculaient et protéger les équipements de communication pour qu'ils ne tombent pas en mains ennemies. La retraite fut chaotique. Beaucoup de véhicules étaient abandonnés parce qu'ils ne démarrèrent pas. Le 23e régiment d'artillerie commença à se replier à travers des forêts et des villages détruits, tandis que Heinz demeurait à l'avant-garde des communications.
Les rapports de l'état-major enregistrent que l'unité où se trouvait Heinz parvint à maintenir la connexion radiale jusqu'au dernier moment, permettant l'évacuation de plus de 2000 soldats en direction ouest. Durant janvier 1942, avec le front stabilisé autour de Vyazma et Gzhatsk, le haut commandement allemand émit des ordres pour récupérer l'équipement abandonné durant la retraite de décembre. Les radios, téléphones, clés chiffrées et transmetteurs étaient de haute valeur stratégique. Ils pouvaient révéler des fréquences, des codifications et des positions. Pour cela, se formèrent de petits commandos de récupération, généralement intégrés par des techniciens de signaux escortés par de l'infanterie légère. Heinz fut choisi pour une de ses missions par sa connaissance technique et sa familiarité avec les équipements employés dans son régiment. L'opération assignée pour le 10 janvier 1942 consistait à récupérer un ensemble d'équipements radio dans un poste avancé qui était resté isolé durant la retraite. La zone était considérée comme relativement sûre, et le groupe de récupération reçut à peine 4 hommes et un véhicule Kübelwagen modifié pour la neige. Bien qu'en apparence routinière, cette mission aurait des conséquences tragiques. Ce fut la dernière fois que Heinz Hitler fut vu par ses compagnons vivants. Sa disparition après cette opération marquerait le début d'une histoire encore plus obscure, celle d'un prisonnier précieux qui, pour porter un nom de famille maudit, fut soumis à un destin singulier et brutal loin du champ de bataille. Le Hitler capturé quand la guerre atteignit le nom de famille, l'aube du 10 janvier 1942 se leva avec un ciel dégagé et une température insupportablement basse, marquant moins 35 degrés centigrades dans le secteur occidental de Vyazma, où les unités allemandes tentaient de réorganiser leurs lignes après la contre-offensive soviétique du mois antérieur. Dans ce climat glacial et au milieu d'un front à peine stabilisé, le 23e régiment d'artillerie reçut l'ordre de récupérer des équipements de communication qui étaient restés abandonnés durant la chaotique retraite de décembre. L'opération, apparemment mineure, impliquait d'accéder à un poste avancé qui avait été évacué des semaines auparavant et qu'on croyait en terrain neutre ou peu disputé. La distance, quelques 8 km depuis les positions actuelles, semblait gérable et la mission fut classifiée comme « récupération sous escorte minimale ». Le choix de Heinz Hitler pour diriger cette opération ne fut pas fortuit. Comme sous-officier technique spécialisé en signaux, son expérience avec les systèmes radio le convertissait en candidat le plus compétent pour inspecter l'équipement, déterminer sa fonctionnalité et sélectionner ce qui devait être transporté de retour. De plus, son historique impeccable au sein du régiment, sa formation rigoureuse et son habileté à maintenir le calme sous pression faisaient que ses supérieurs faisaient pleinement confiance à son jugement. C'était une mission brève, avec des risques calculés et des objectifs concrets. Arriver, identifier le matériel utile, le charger et revenir avant midi. L'environnement hivernal compliquait tout, mais le plan ne prévoyait pas de combat. Le détachement assigné fut réduit. Heinz, un opérateur assistant et 2 soldats comme escorte. Ils partirent à 9h30 dans un Kübelwagen adapté avec des chaînes pour la neige. La route choisie était un étroit chemin forestier qui serpentait entre des arbres givrés et des champs gelés. Cette route offrait une certaine protection visuelle contre les repérages aériens ou embuscades lointaines, mais obligeait aussi à se déplacer lentement sur la glace compactée. À mi-chemin, le terrain devint impraticable, même pour le véhicule d'hiver. À 3 km de l'objectif, la patrouille se vit forcée de continuer à pied, chargeant sac à dos, outils, couvertures et armes. Cette étape était la plus critique. Sans transport motorisé, tout incident compromettrait la retraite. Vers 11h15, le groupe atteignit les ruines du poste allemand abandonné. Ce qui avant avait été un centre d'observation artillère était maintenant une structure effondrée, en partie brûlée, en partie ensevelie sous la neige. Les restes de fils de fer barbelés et les fragments de sacs de terre délimitaient encore l'ancienne position. Heinz prit le commandement sans hésiter. Il localisa rapidement l'emplacement de la station radio et commença à creuser parmi les décombres avec l'aide de l'opérateur assistant. Sous une couche de neige durcie, ils trouvèrent l'équipement principal, encore assemblé, protégé par une bâche partiellement gelée. Étonnamment, quelques composants demeuraient intacts. Récepteurs, dynamo, manuels chiffrés et pièces auxiliaires. Le reste du groupe se maintenait vigilant au périmètre, mais l'ambiance semblait tranquille. À 12h10, quand ils commençaient à organiser le transfert de l'équipement,
Le silence fut interrompu par une soudaine rafale de mitrailleuses depuis le flanc oriental. En moins de 10 secondes, le groupe allemand se vit sous feu croisé. Les Soviétiques n'étaient pas simplement en patrouille, ils les attendaient. L'attaque, selon ce qui fut reconstruit plus tard, fut menée par des éléments de la 43e division de fusiliers de l'armée rouge, une unité régulière bien équipée qui avait préparé une embuscade dans ce secteur avec précision chirurgicale. L'embuscade ne fut pas improvisée. Les mitrailleuses étaient positionnées pour couvrir les routes de retraite, tandis que des unités d'assaut encerclaient lentement le périmètre depuis la forêt, profitant de la couverture naturelle et du terrain élevé. Le groupe de Heinz, dispersé par l'activité technique, fut surpris sans possibilité d'organiser une défense cohérente. Ils ne parvinrent qu'à échanger le feu durant 5 minutes avant de rester complètement encerclés. Un des soldats allemands fut atteint par de la mitraille et tomba blessé près de l'entrée du poste. Heinz et les autres tentèrent de répondre depuis une position inférieure et exposée, sans couverture effective, conscients qu'il n'y avait pas de possibilité de retraite. Quand commencèrent à arriver des grenades lancées depuis la ligne soviétique, la défense allemande s'effondra. Le feu ennemi était constant et leur avance implacable. Vers 12h20, les 4 membres du détachement étaient neutralisés, un mort, un autre gravement blessé, et les 2 restants, parmi eux Heinz, forcés de se rendre. La rapidité de l'action et la précision tactique laissaient clair que la patrouille allemande avait été surveillée depuis avant, possiblement depuis le moment où ils quittèrent leur ligne principale. La neige qui le matin semblait alliée était maintenant une prison sans sortie. Les procédures de capture furent exécutées avec efficacité. Les Soviétiques, conscients de leur avantage, agirent avec discipline. Les prisonniers furent désarmés, leurs sacs à dos révisés et leurs documents personnels réquisitionnés immédiatement. Heinz maintenait sa plaque d'identification militaire, comme c'était obligatoire, pendue sous son manteau, et sur elle figurait clairement Heinrich Hitler, Unteroffizier, 23, Artillerie-Régiment. L'officier soviétique chargé d'inspecter les effets personnels mit peu de secondes à reconnaître l'anomalie. Le nom de famille Hitler, bien que commun dans quelques régions allemandes, ne passait pas inaperçu. L'officier en charge arrêta le processus, demanda confirmation verbale et ordonna que le prisonnier soit emmené au poste de commandement du bataillon pour un interrogatoire préliminaire. La surprise se confirma en recoupant l'information avec les documents trouvés dans son sac à dos. Correspondance officielle, formulaire du régiment et papeterie qui le liaient avec son unité d'origine et son historique dans les Napolas. La réaction immédiate fut d'alerte. L'information fut envoyée rapidement au supérieur et la présence d'un Hitler capturé sur le front occidental du secteur Vyazma passa à être une priorité de haut niveau. Le nom activa des protocoles spéciaux. Depuis le quartier soviétique à Vyazma se transmit un message chiffré à Moscou, dirigé au siège du NKVD. La confirmation qu'il s'agissait du neveu du dirigeant nazi fut reçue avec surprise, mais aussi avec prudence. Les Soviétiques comprenaient que ce prisonnier pouvait représenter une ressource de renseignement, un élément de propagande ou même une pièce potentielle dans de futurs échanges diplomatiques. Ce n'était pas un soldat de plus, c'était un symbole. En quelques heures se produisirent des ordres depuis le niveau central. Heinz devait être transféré immédiatement à Moscou. Le convoi partit le lendemain sous forte escorte, avec une unité de sécurité spécialement détachée. Il voyagea dans un wagon blindé, isolé même du reste des prisonniers, gardé par des agents entraînés. Durant le trajet, on ne lui permit d'interagir ni avec des soldats, ni avec d'autres captifs. Il mangeait seul, dormait enchaîné et était surveillé constamment. Le voyage dura 3 jours, en partie par l'état des voies, couvertes de neige, et en partie par les mesures de sécurité imposées. Le 14 janvier 1942, Heinz Hitler entra officiellement dans le système pénitentiaire soviétique sous classification de catégorie A, prisonnier politique spécial, interrogatoire immédiat autorisé. Sa destination fut la prison de Butyrka, une des plus redoutées de Moscou, utilisée habituellement pour des détenus de haute valeur politique. Là commencerait une nouvelle étape de son histoire, une où ne se mesurèrent plus les grades militaires ni les missions techniques, mais la valeur symbolique d'un nom de famille et l'intérêt stratégique d'une guerre globale dans sa phase la plus brutale. La capture de Heinz Hitler fut un épisode isolé, bref, presque silencieux dans les registres de combat,
mais sa répercussion au sein des cercles de pouvoir fut immédiate. Tandis que sur le front, le conflit continuait entre tranchées gelées et villages rasés, dans les bureaux de Moscou se préparaient des sessions d'interrogatoire, des analyses d'identité et des stratégies qui, pour un instant, firent du neveu du Führer une figure centrale dans les calculs secrets de la guerre. Le silence qui enveloppa son sort durant des semaines ne fut pas fortuit. Heinz avait cessé d'être un simple opérateur radio. Maintenant, il était une fiche de renseignement, une inconnue politique et une potentielle monnaie d'échange qui, dans les sombres labyrinthes du stalinisme, n'aurait aucune garantie de survivre. Le calvaire de Butyrka, la mort silencieuse à Moscou. Le 14 janvier 1982, Heinz Hitler fut admis officiellement dans la prison de Butyrka à Moscou, après avoir été identifié comme le neveu du dirigeant du Troisième Reich. Classifié comme prisonnier politique spécial de catégorie A, il resta sous garde directe du NKVD, sans procès ni charge formelle. Son simple nom de famille suffisait pour activer un protocole réservé aux individus dont la valeur propagandiste ou stratégique dépassait toute autre considération. Depuis ce moment, sa vie resta réduite à l'intérieur d'une cellule enterrée dans les sous-sols de l'appareil répressif soviétique. La prison de Butyrka était, depuis les temps du tsarisme, une institution redoutée, mais sous le stalinisme, elle atteignit une dimension encore plus sinistre. Convertie en centre de réclusion pour ennemis du peuple, espions et dissidents, Butyrka ne fonctionnait pas comme une prison commune, mais comme un mécanisme soigneusement conçu pour briser la volonté de l'individu. Durant les purges de la Grande Terreur, entre 1936 et 1938, elle avait traité des dizaines de milliers de personnes dans des conditions extrêmes, raffinant des techniques d'interrogatoire physique et psychologique qui laissaient des cicatrices permanentes ou s'avéraient létales. Sa capacité officielle était de 2500 internés, mais souvent elle en contenait le double. Couloirs infestés, cellules bondées, températures extrêmes et violences routinières faisaient partie du système. Dans le cas de Heinz, cependant, on lui appliqua des conditions distinctes, isolement absolu. Il fut confiné dans une cellule individuelle de dimension minimale, construite au niveau le plus profond du bâtiment. Elle mesurait 2 mètres par 2, avec un plafond suffisamment bas pour empêcher que le prisonnier se maintienne debout complètement. Le mobilier se réduisait à un banc métallique fixé au mur et un récipient qui faisait office de latrine. Il n'y avait pas de lit, ni couverture, ni matelas. On ne lui permit de conserver aucune possession. Il ne pouvait parler, ni entendre une autre voix humaine que celle de ses interrogateurs. Ses geôliers parlaient en russe, sans traducteur, accentuant le désarroi. C'était une cellule pensée non seulement pour retenir, mais pour dissoudre la notion même d'identité. L'éclairage suivait un modèle contrôlé par les gardiens. Parfois, la lumière demeurait allumée sans repos durant 2 jours, puis elle s'éteignait complètement durant des laps aléatoires d'heures, plongeant le prisonnier dans l'obscurité absolue. Cette altération continue du cycle veille-sommeil était pensée pour détruire la notion du temps et provoquer la désorientation. Les températures à l'intérieur de la cellule oscillaient entre 5 degrés et en dessous de 0. En de telles conditions, même 1 heure sans bouger pouvait dériver en hypothermie. Pour cela, Heinz passait une bonne partie du jour debout, marchant en cercle, respirant profondément pour ne pas perdre conscience. L'alimentation était délibérément insuffisante. On lui fournissait du pain noir dur, une tasse de soupe végétale aqueuse, parfois froide, et de l'eau avec des sédiments. Cela n'atteignait pas pour maintenir le poids corporel. La perte de masse musculaire était immédiate, progressive et visible. On ne lui permettait pas de soins médicaux, ni visites, ni correspondance. Heinz était complètement seul au sens le plus littéral, privé du langage, du rythme, de l'aliment, de la température stable, du sommeil et du contact humain. Il ne restait que son esprit, et c'était précisément ce que les interrogateurs voulaient atteindre et briser. Les premiers interrogatoires commencèrent le lendemain de son admission. Ils étaient conduits par des agents vétérans du NKVD, entraînés pour manipuler les détenus sans laisser d'évidence physique permanente. Ils s'initiaient avec des questions indirectes, détails sur la vie familiale de Hitler, souvenirs de l'enfance, fête de Noël à Berghof, conversations entendues dans les couloirs. Heinz répondait avec des monosyllabes ou avec des négatives.
Il n'offrait pas de résistance violente, mais ne coopérait pas non plus. Il disait ne pas savoir. Il disait ne pas se souvenir. Il disait qu'il ne fut jamais témoin de rien d'important. Les interrogateurs, insatisfaits, intensifièrent les sessions. Durant des semaines, les rencontres devinrent plus prolongées, plus fréquentes, plus violentes. Les coups se dirigeaient au corps, côtes, cuisses, bas du dos, jamais à la tête. Les méthodes étaient cliniques. Il ne s'agissait pas de détruire, mais de vider. En occasion, Heinz était obligé de demeurer debout contre le mur durant des heures, sans bouger, sans parler. En hiver, cela équivalait à une torture. Dans d'autres sessions, il était soumis à des changements thermiques brutaux. Il passait d'une cellule froide à une pièce avec des radiateurs allumés au maximum, seulement pour être rendu minutes après à l'environnement glacé. Le choc thermique affaiblissait le système nerveux et réduisait la résistance psychologique. La privation du sommeil était la technique favorite. Durant 18 heures consécutives, il était interrogé, soumis à des questions répétitives, pressé par des équipes d'agents qui se relayaient entre eux tandis qu'il demeurait éveillé. On lui promettait de la nourriture s'il coopérait. On le menaçait avec des châtiments pires s'il mentait. Parfois, on lui faisait écouter des pas dans des couloirs vides. Parfois, on l'informait que sa famille savait déjà qu'il était mort. On lui demandait s'il voulait envoyer une lettre finale. Tout était un jeu de pression, manipulation et usure. Les registres soviétiques conservent des fragments dispersés sur ces réponses. Heinz fournit de l'information triviale, nom de familier, description de lieu, routine connue, mais rien de valeur politique ou militaire. Il ne mentionna jamais de conversation privée du Führer, ni ne révéla des détails sur les structures internes du régime. Ceci irrita ses interrogateurs qui commencèrent à le voir comme un fardeau plus que comme une source. Sa détérioration physique accélérée compliqua encore plus son traitement. La maigreur extrême lui provoqua des infections pulmonaires. L'humidité de sa cellule aggrava son tableau. Il commença à tousser du sang. Ses réponses devinrent incohérentes. Il eut des épisodes de confusion, hallucinations et de longues périodes de silence. Les médecins de la prison notifièrent que son état était précaire mais récupérable, mais on ne lui administra aucun type de traitement. Il n'y eut pas d'intervention. La logique opérationnelle était simple. S'il ne parlait pas, il n'était pas utile. S'il n'était pas utile, il ne méritait pas de ressources. Selon les documents soviétiques déclassifiés dans les décennies postérieures, Heinz Hitler mourut à quelques moments de la seconde semaine de février 1942, approximativement 6 semaines après sa détention. Il n'existe pas d'acte officiel de décès. On ne conserve pas de restes. Il n'y a pas de photographie de son corps. Ce qui resta furent des versions contradictoires. Quelques archives internes affirment qu'il décéda de pneumonie, conséquence de sa faiblesse extrême et l'environnement hivernal de sa cellule. D'autres rapports attribuèrent la mort à un collapsus cardiaque induit par l'accumulation de stress physique et psychologique. Une troisième version, beaucoup plus obscure, soutient qu'il fut exécuté en secret au moyen d'injections létales quand les agents déterminèrent que sa valeur comme prisonnier avait terminé. En aucun cas, on n'autorisa de contact avec la Croix-Rouge ni on ne notifia l'Allemagne. Son nom disparut des registres immédiatement après sa mort. Son corps, comme celui de tant d'autres prisonniers politiques de haut profil, fut présumablement incinéré sans documentation ou enterré dans des fosses communes non identifiées dans les faubourgs de Moscou. L'objectif était d'empêcher toute forme de culte posthume ou martyr propagandiste. À la différence d'autres officiers nazis capturés qui affrontèrent des procès ou furent échangés, Heinz disparut simplement. Il ne laissa pas d'héritage, ni témoignage, ni tombe. Ainsi termina, dans le souterrain du système soviétique, la vie du jeune homme qui fut autrefois considéré le neveu favori d'Adolf Hitler. Son histoire, enterrée durant des années sous le secret des archives du NKVD, ne commença qu'à émerger avec des fragments dispersés après la chute du régime soviétique. Ce qui arriva entre les murs de Butyrka durant ces 6 semaines est en grande partie irreconstructible. Ce qui est indiscutable, c'est que Heinz Hitler mourut en captivité, victime d'une guerre qui le convertit en symbole, en monnaie, et finalement en résidu dispensable du conflit idéologique le plus brutal du XXe siècle. Heinz pour Yakov, l'échange impossible entre dictateurs.
Le 16 juillet 1941, durant les étapes initiales de l'opération Barbarossa, les forces allemandes capturèrent un prisonnier dont le nom de famille n'apparaissait dans aucun rapport de renseignement militaire, mais qui bientôt acquérait une valeur symbolique incalculable. Il s'agissait de Yakov Djougashvili, le fils aîné d'Iosif Staline. Officier d'artillerie, Yakov fut encerclé par des divisions panzer allemandes dans les faubourgs de Vitebsk, tandis que sa batterie tentait de se replier sans succès. Blessé et désorienté, il fut capturé avec une dizaine d'hommes et transféré à un centre de détention provisoire. Durant le processus d'identification, ses documents personnels révélèrent sa filiation directe avec le dirigeant soviétique. Pour le régime nazi, la découverte fut inattendue et politiquement puissante. La nouvelle se communiqua immédiatement à Berlin et après avoir vérifié l'authenticité des documents, la capture fut considérée comme une victoire propagandiste. La presse du Reich évita de le mentionner ouvertement, mais au sein des cercles du haut commandement, on commença à discuter comment pouvait s'utiliser cette pièce dans les jeux de pouvoir qui traversèrent la guerre. Il s'agissait de quelque chose de plus qu'un officier soviétique. C'était le premier-né du principal ennemi d'Adolf Hitler. La réaction de Staline ne se fit pas attendre. Selon de multiples témoignages recueillis par des officiers soviétiques et postérieurement confirmés par des documents déclassifiés, le dirigeant du Kremlin se refusa à reconnaître Yakov comme une figure spéciale. Dans une rencontre avec des membres du Politburo, quand on lui proposa de négocier un possible sauvetage, Staline trancha la question avec une phrase qui deviendrait célèbre. « Je n'ai aucun fils appelé Yakov ». Son refus fut total, non seulement pour des raisons personnelles, mais parce qu'admettre une faiblesse pour un familier équivalait à briser l'image de force idéologique que Staline cultivait méticuleusement. Dans le système soviétique, aucun individu ne devait valoir plus que le collectif, pas même le propre fils du dirigeant suprême. Cet épisode établirait le contexte pour une des énigmes diplomatiques les plus troubles de la Seconde Guerre mondiale. Au commencement de 1942, tandis que Heinz Hitler se trouvait sous garde du NKVD à Moscou et son état physique empirait jour après jour dans les sous-sols de Boutyrka, commença à circuler la rumeur entre certains secteurs du commandement allemand qu'existait une possibilité d'échanger le jeune neveu du Führer par le fils du dictateur soviétique. Tous deux étaient des otages symboliques de systèmes totalitaires, tous deux représentaient des connexions familiales de haute valeur politique, et tous deux se trouvaient en conditions extrêmes sous la surveillance de l'ennemi. L'échange, cependant, ne se concrétisa jamais. Ce qu'on connaît aujourd'hui provient de sources fragmentaires et contradictoires. Quelques versions soutiennent que les contacts initiaux se firent à travers la Croix-Rouge suédoise qui agissait comme canal neutre entre les deux camps pour traiter des thèmes humanitaires. On mentionne des consultations informelles dans des mémorandums diplomatiques, sans nom ni date spécifique, mais avec des références claires à des prisonniers précieux en pouvoir ennemi. Les communications étaient vagues, sans registre formel de proposition directe. Ce qui semble clair, c'est que, au moins dans l'entourage du haut commandement allemand, l'idée fut considérée sérieusement. Il existe des indices indirects dans les journaux de figures proches d'Hitler. Martin Bormann, un de ses hommes de confiance, écrivit au commencement de février 1942 qu'existaient des développements familiaux qui requièrent considération tactique immédiate, dans une annotation qui apparaît isolée entre des affaires militaires. De son côté, Heinrich Himmler mentionna dans ses registres internes l'existence d'opportunités d'échange qui pourraient bénéficier l'image internationale du Reich. Bien qu'aucun document ne fasse allusion explicite à Heinz ni à Yakov dans le même texte, plusieurs chercheurs ont signalé que ces mentions coïncident avec la période où tous deux étaient encore vivants. Les registres du haut commandement allemand incluent aussi des références génériques à des options diplomatiques non conventionnelles en relation avec l'URSS. Un des peu de commentaires directs postérieurs provint du maréchal Wilhelm Keitel, qui, après la guerre, écrivit que Hitler exprima frustration par son impuissance pour récupérer des éléments précieux détenus par l'ennemi, faisant une claire allusion à des familiers ou figures proches du leadership national-socialiste. Malgré ces indices, l'absence d'une proposition formelle et documentée suggère que toute tentative d'échange fut avortée avant de prendre forme concrète. Plusieurs facteurs contribuèrent à cela. D'un côté, l'inflexibilité idéologique de Staline était absolue.
Céder face à une sollicitation d'échange aurait été perçu comme un échantillon de faiblesse interne, quelque chose d'inacceptable pour un régime qui se vantait de sa discipline collective. D'un autre côté, le régime nazi ne pouvait pas non plus se permettre d'exposer publiquement qu'un de ses familiers les plus proches avait été capturé vivant et était torturé par l'ennemi. Le silence servait aux deux. Le destin final de Yakov Djougashvili termina en scellant la symétrie tragique de cette histoire. Après avoir passé plus d'1 an en mains allemandes, il fut transféré au camp de concentration de Sachsenhausen, où il fut reclus dans un secteur spécial. En avril 1943, il mourut en circonstances ambiguës. La version officielle allemande affirma qu'il se suicida en se lançant contre une clôture électrifiée. Cependant, d'autres sources soutiennent qu'il fut exécuté par ordre direct après une tentative d'échange ratée avec des officiers allemands de haut rang qui ne fut pas autorisée par Berlin. Quelle que soit la vérité, Yakov mourut prisonnier, comme Heinz, et sans que son propre père bouge le petit doigt pour le sauver. En rétrospective, la comparaison entre les deux cas résulte inquiétante parallèle. Heinz Hitler, modelé comme symbole de la jeunesse nationale-socialiste, mourut comme prisonnier politique dans un cachot soviétique sans avoir été sauvé par le régime qui l'avait promu. Yakov, éduqué sous les préceptes du réalisme socialiste, mourut comme traître capturé, méprisé par le même État qui l'avait formé. Tous deux furent utilisés comme pions idéologiques et puis écartés quand ils cessèrent d'être fonctionnels. Ce qui les définissait n'était pas leurs décisions individuelles, mais leur nom de famille. L'absence de documents concluant sur une tentative d'échange continue d'être un des vides les plus intrigants du conflit. Il est possible que les registres aient été détruits délibérément par les deux parties pour éviter des compromis politiques inconfortables. Il est aussi possible que les négociations n'aient jamais dépassé les rumeurs et suggestions, étouffées par le contexte bellique et les doctrines inflexibles des deux camps. L'URSS, caractérisée par la compartimentation extrême de l'information, put avoir occulté toute conversation informelle. L'Allemagne, obsédée par l'image de force et pureté idéologique, aurait aussi supprimé toute évidence de vulnérabilité familiale. Malgré cela, la trace de référence croisée permet d'affirmer que le thème fut au moins sur la table. Les mentions à des options d'échange, les rapports de frustration de Hitler et l'apparition du nom de Heinz dans des listes internes du parti comme perte significative confirment que sa capture ne fut pas ignorée. Il en va de même avec Yakov, dont la valeur comme pièce d'échange fut discutée, bien que rejetée avec fermeté depuis le début par Staline. L'histoire de Heinz Hitler et Yakov Djougashvili ne révèle pas seulement la brutalité des régimes qui les formèrent, mais aussi la logique implacable des structures totalitaires. Dans les deux cas, les liens familiaux furent considérés secondaires face aux nécessités de l'État. Les deux jeunes hommes moururent en silence dans des prisons ennemies, converties en symboles dispensables du conflit idéologique le plus sanglant du XXe siècle. La guerre qui affronta leur nom de famille les convertit aussi en prisonniers de leurs systèmes respectifs. Aucun ne fut sauvé, aucun ne fut pleuré officiellement, aucun n'eut de tombe avec nom.